mon invité est Arnaud Folch. Bonjour Arnaud Folch. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles et responsable des hors-séries du magazine. Un hors-série cette fois-ci qui sort ce jour, ce jeudi. Un hors-série décoiffant, on dirait plutôt sulfureux, nauséabond, sur l'histoire interdite. Dès le départ, votre objectif est celui martelé par Jean Sévillat dans l'entretien que vous lui consacrez. Il faut s'échapper de l'histoire officielle. Absolument. C'est la raison pour laquelle, là je vous reprendrai, cher Martial, simplement sur un terme, c'est le terme nauséabond. Là c'est utilisé, bien sûr, ce que disent nos adversaires. À vrai dire, ce numéro qui s'appelle l'histoire interdite, elle s'appelle l'histoire interdite parce que c'est une histoire interdite à la fois dans les manuels scolaires et dans tous les médias bien pensants. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est reprendre une quarantaine de points de l'histoire, grands articles, plus petits articles, qui réinforment sur des sujets dont la bien-pensance s'est tout à fait emparée. On va voir cela. Le film « Vaincre ou rire » sur l'épopée du général de Charette a été violemment pris à partie par la presse de gauche. Est-ce que c'est elle, la gauche, dans son ensemble, qui est aujourd'hui le garde-chiourme de cet historiquement correct ? Alors, Jean Sévillat l'explique très bien au début, dans sa grande interview, l'historiquement correct contre lequel il se bat et contre lequel nous nous battons trouve des origines bien plus anciennes, effectivement. On a travesti l'histoire à de multiples reprises, les protestants contre les catholiques, les Lumières contre la chrétienté, le 19e siècle qui a républicanisé entièrement notre histoire, le marxisme de l'entre-deux-guerres, évidemment, le droit de l'homisme des années 80, et pour finir, effectivement, le wokisme aujourd'hui. Mais à l'intérieur de toutes ces strates, il serait faux de dire qu'il n'y a que la gauche qui est à la manœuvre. Je rappelle, dedans nous consacrons un grand article au mythe Guy Môquet, que c'est bien Nicolas Sarkozy, et non pas François Mitterrand ou François Hollande, qui avait décidé de la lecture de la fameuse lettre de Guy Môquet chaque matin. Or Guy Môquet, chaque rentrée scolaire, pardon. Or Guy Môquet n'était en rien un résistant. Il était un clandestin du Parti communiste et il n'était en rien un résistant. Et l'historiographie communiste s'est servie du cas Guy Môquet, terrible par ailleurs, pour faire croire qu'il était résistant avant juin 1941, chose qui n'était pas du tout. Guy Môquet ne l'était absolument pas. Et je cite cet exemple parce qu'en 1955, la commission officielle des résistés et déportés résistants ont refusé au père de Guy Môquet, à ce que l'on donne ce titre de résistant à leur fils. C'est sous la pression du Parti communiste qu'il a fini par l'obtenir. Donc la gauche, oui, on va dire à la manœuvre quelque part, mais la droite, comme très souvent, un peu hypnotisée comme un lapin sur une route dans les phares d'une voiture, a poursuivi dans cette zone-là. Arnaud Folch, vous présentez ce hors-série comme un contrepoison, peut-être même plus encore une réponse au mensonge, ou à ce qu'on appelle, vous l'avez dit, le wokisme, la culture de l'effacement. Et peut-être même à cette notion aujourd'hui qui est martelée et qui finit par entrer dans les esprits, l'homme blanc, voilà le coupable. Tout à fait. C'est l'ultime strate racontée par Jean Sévillat et dont on se rend compte sur les sujets qui sont plus, on va dire, actuels. C'est effectivement la détestation absolue depuis les années 90 dans un certain nombre de milieux de l'homme blanc et je dirais de l'histoire occidentale. Donc nous, notre rôle, il n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, il est de rappeler la réalité des faits. C'est pour ça que même si les articles sont très vivants, sont des articles journalistiques, ne sont pas des articles ennuyeux, mais ils sont effectivement sourcés avec des références précises dans absolument tous les domaines. On parlait de Guy Môquet tout à l'heure, c'est vrai pour un certain nombre de faits de la Révolution. On parle des tenues arborées par un certain nombre de révolutionnaires en peau humaine. Ça, effectivement, vous n'avez pas
un livre d'histoire qui le raconte. Quand on raconte que Pétain fut le mentor de Gaulle, c'est quelque chose qui ne se raconte pas, qu'on n'a pas le droit de raconter. Prouve que la plupart du temps, l'histoire n'est ni blanche ni noire, elle est souvent grise, et ces zones grises, c'est à celles-là que nous sommes intéressés en particulier. Alors, dans l'incroyable liste que vous proposez à vos lecteurs, il y a tout d'abord ce que l'on oublie de raconter. Alors, vous avez cité par exemple le fait que Pétain a été le mentor, effectivement, de Gaulle. Plus près de nous, j'ai retenu, parmi tous les exemples, l'histoire secrète entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Les meilleurs ennemis du monde, pourtant, et que l'on présente comme un affrontement féroce entre eux. Et pourtant, il y a une incroyable photo qui est présentée dans l'ouvrage, une photo volée de l'été 1987. Tout à fait. C'est la seule photo existante de Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et c'est une photo volée qui a été prise à l'hôtel du Cap Eden Rock, absolument. À Antibes. Voilà, tout à fait. Ils étaient tous les deux en vacances. Et alors, on pourrait dire, là on parlait tout à l'heure on aurait pu parler de Napoléon III, de Voltaire, etc. Les relations Le Pen-Chirac, pourquoi ? Parce qu'elles ont incroyablement compté dans la Ve République. Ce sont été les deux se sont profondément détestés, mais on raconte aussi, effectivement, les relations secrètes qui se sont nouées, soit via Chirac directement, soit via Charles Pasqua, jusqu'au jour où Chirac a sifflé la fin de la récréation, semble-t-il, parce qu'il avait le sentiment, pas faux d'ailleurs, la phrase est de Le Pen, que les Français préféraient toujours l'original à la photocopie, et que Chirac pouvait bien proposer, comme Le Pen, qu'il n'y ait des choses sociales que pour les enfants français, par exemple. Ça profitait au Front National. Chirac, à un moment donné, a refusé toute accord, tout pacte avec Jean-Marie Le Pen. Il ne faut pas oublier que des deux, il a de loin été le plus dur, quand même. 1986, c'est le retour, c'est la fin de la proportionnelle qui avait permis au Front National d'avoir 36 élus à l'Assemblée. Ensuite, en 98, il refuse les alliances au régional. Et enfin, en 2002, il prive Le Pen de son débat. Donc, au final, Le Pen a beaucoup tendu la main, on le raconte beaucoup dedans. Chirac, à un moment donné, a dit « c'est terminé, c'est moi d'abord ». Parce que là, il y a vraiment deux Chirac. Vous ressortez une phrase du Figaro Magazine 1986 de Jacques Chirac. « Je ne serai pas opposé à ce que les prestations à caractère nataliste ne bénéficient qu'aux seuls Français ». Voilà, mais l'islam étant, à un moment donné, dans l'entourage de Chirac, on expliquait que l'islam était incompatible avec la République française, etc. D'où la réussite du Front National par la suite pour toutes ces promesses non tenues. Alors toujours dans cette histoire interdite, il y a ce que vous appelez la revanche des proscrits. La revanche des proscrits. Beau titre, et vous mettez alors même un peu dans le même panier, si vous me permettez l'expression, Napoléon III, Colbert, Charles Martel, et puis bien évidemment l'actualité qu'on évoquait tout à l'heure, Charette, le Vendéen. Tout ça, c'est un peu le même profil de ces proscrits ? Mais écoutez, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez l'histoire contemporaine présente aujourd'hui les acteurs de notre histoire dans deux camps. Il y a le camp des gentils et il y a le camp des méchants. L'OAS sera toujours dans le camp des méchants. 80% des responsables de l'OAS et des hommes politiques pro-Algérie française avaient été résistants en 40 ou 41. De Gueldre, le fameux chef des commandos Delta, avait été décrit par Le Monde comme un ancien SS. Il était dans les FTP. Pierre Sergent était résistant, Salan, Jouot. Donc ça, effectivement, on le retrouve absolument partout. On le retrouve dans Napoléon III. Napoléon III qui a été quelque part tué par la grande conscience républicaine qui était Victor Hugo. Et une bonne fois pour toutes, il est resté comme un intrigant, un auteur de coups d'État. Or, il jamais... a été réhabilité par une grande conscience républicaine, Philippe Séguin. Tout à fait, absolument, absolument. Mais ça reste quelque chose de très rare. Quand vous étudiez Napoléon III dans les livres scolaires, on vous parle d'abord du coup d'État, on vous parle de la défaite de Sedan. On oublie de vous dire qu'effectivement, la France s'est incroyablement enrichie, que la France s'est agrandie, contrairement à Napoléon. La Savoie, Nice. Et ce que l'on voudrait, nous, c'est qu'on regarde l'histoire sans œillères, en fait. Et pouvoir, effectivement, dire les choses
comme elles sont, dans la réalité, sans susciter des ourvaries de la bien-pensance. Et Colbert, il n'est pas nécessaire de le déboulonner alors? Mais bien sûr que non. Colbert était avant tout un immense serviteur de Louis XIV. Et le Code noir de Colbert, il ne s'agit pas de dire ici qu'il avait quelque chose de positif, évidemment, mais il agissait contre, il prétendait en tout cas agir contre la torture, contre les mariages forcés. En fait, c'était un texte de juriste qui correspondait à une époque dans laquelle, effectivement, et les continents noirs le savaient bien, régnait effectivement l'esclavage. Mais en revanche, à côté de cela, on ne parle jamais de l'esclavage musulman qui a duré beaucoup plus longtemps, qui a été beaucoup plus meurtrier, et de cela, aucune loi mémorielle ne parle de ce genre de choses. Voilà pour l'ancien contrôleur général de Louis XIV. Est-ce qu'il était nécessaire aussi dans cet impressionnant dossier d'y inclure la bravoure des soldats français en 1940 et le sacrifice des harkis? Est-ce que ces notions, bravoure des soldats de 40, sacrifice de nos harkis, sont aujourd'hui remis en cause? Mais écoutez, d'abord, je pense que le terme de bravoure, moi j'aime le terme de bravoure, le terme de panache, ce sont des termes aujourd'hui qui ont tout à fait disparu. Ça, on peut en parler pour nos soldats de 40. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, à propos des soldats de 40 ? L'imagerie d'Épinal, on va dire, idéologique, est que ces soldats ont fui, ce sont les fameuses descriptions, notamment de Céline, qui a été très dure vis-à-vis d'eux. La vérité, c'est qu'il y a eu 58 000 morts côté français, soit autant que du côté allemand. Mais la réalité, elle était surtout, c'est que l'état-major français ne s'y était pas préparé, la classe politique française, depuis le Front populaire, ne s'était pas préparée à cette guerre, que pendant la drôle de guerre, Hitler faisait entraîner ses soldats de manière ininterrompue en disant « mais vous allez affronter la meilleure infanterie du monde », et que pendant ce temps-là, au contraire, les Français ont considéré que c'était pas la peine de s'entraîner. En revanche, ils se sont montrés tout à fait héroïques. Et là encore, si on ne le raconte pas, or on l'a raconté pour 14, l'héroïsme des soldats français, c'est que en 1940, le souci, c'est qu'effectivement le constat de cet échec de l'état-major et de la politique, qui a été le constat de l'État français, pour le coup, osons le dire, il était juste, et les soldats français se sont battus et se sont réellement bien battus. Et s'ils s'étaient bien battus, c'était la faute à quelqu'un d'autre, cette défaite. Et c'est la faute à qui ? Eh bien, c'était la faute du pays, le fait qu'on n'ait pas préparé le pays à cette guerre qui venait et qu'on se soit en quelque sorte un peu reposé sur nos lauriers de 1918, quand les Allemands, de leur côté, effectivement avaient compris qu'on allait au devant de nouveaux affrontements. Vous n'iriez pas jusqu'à mettre en cause le Front populaire ? Écoutez, le Front populaire, vous savez, il y aurait beaucoup de choses à dire, ce sera peut-être l'objet d'un deuxième thème, mais le Front populaire, par exemple, il y avait 3 ministres ou sous-ministres femmes, on en a beaucoup parlé. Mais le Front populaire n'a pas fait voter le droit de vote pour les femmes, par exemple. Donc le Front populaire, aujourd'hui, est devenu une sorte d'icône de notre histoire de France. Il faudrait aller y regarder d'un peu plus près, en tout cas pour la préparation de la guerre, vu qu'ils étaient pacifistes et soutenus par le Parti communiste. Ils n'ont pas souhaité un effort de guerre particulier. Or, de l'autre côté du Rhin, on était évidemment menacés. Poursuivons le cheminement intellectuel non communiste éditorial de cette hors-série. Il y a toutes les vérités que l'on occulte. Et tout d'abord, l'incroyable cruauté de la Révolution française, dont des loges au groupe LFI, en passant par les laïcards, on se revendique encore en 2023. Bien sûr. Mais la Révolution, on parlait tout à l'heure des différentes strates qui ont existé, dont parle Sevilla dans son interview, qui ont abouti à l'historiquement correct d'aujourd'hui. Or là, on est dans la strate du 19e siècle, de la grande républicanisation, on va dire, de notre histoire, donc qui fait en quelque sorte démarrer l'histoire de France à la Révolution française et à ses idéaux utopistes d'humanisme, d'égalité, d'égalitarisme, etc. Or, rien n'est plus faux
nous avons vécu à cette période dans un régime de tyrannie absolument absolue, et ce n'est pas pour rien si Staline et la révolution soviétique avant lui, à l'époque de Lénine, on érigeait Robespierre ou Saint-Just en idole absolue. Marx n'a jamais caché l'intérêt qu'il avait porté dans toutes ses études sur la Révolution française. Et on parle notamment, j'en ai dit un mot tout à l'heure, des trafics de peau humaine qui ont été une vérité avérée pendant la Révolution. Ça n'a pas été que ça, évidemment, mais nous avons choisi effectivement d'y consacrer une large enquête de 6 pages sur ces questions, avec des témoignages, y compris de députés révolutionnaires proches de Saint-Just, qui lui-même s'était vanté de porter des vêtements en peau humaine. Mais aujourd'hui, dire ce genre de choses chez vous, cher Martial, c'est possible. Il y a, dans multiples endroits, c'est pas possible, parce qu'on passe immédiatement pour un contre-révolutionnaire, un réactionnaire, un fasciste, que sais-je. Vous n'allez pas vous faire des amis dans le mainstream en poursuivant dans ces vérités qu'on occulte, parce que vous dites... je pense à ça parce qu'il y a une petite actrice française, j'ai perdu son nom, et peu importe, qui se revendique radicalement communiste. Adèle vous rappelez, ouais. Voilà, comme vous dites. Vous vous rappelez quand vous parlez de Buchenwald, du camp de concentration, de cette horreur que les communistes triaient les déportés. Des vrais bourreaux, des bourreaux pires que certains SS, écrit l'ex-résistant Henri Blanc. Bien sûr, nous avons là-dessus tout un tas de témoignages. Henri Paul, qui était le co-gérant du camp de Buchenwald, le communiste Henri Paul, donc qui choisissait, en fait, les SS confiaient aux communistes le choix de dire tel déporté va aller travailler ici, tel déporté va rester au contraire aux cuisines ou autre. Et effectivement, les anciens communistes se protégeaient entre eux. Il est d'ailleurs à noter, c'est pour l'anecdote, que quand il y a eu la libération de ces camps, le tour de taille de Marcel Paul, comme d'un certain nombre de ses amis, avait surpris les Américains, avait surpris les Américains quand ils avaient libéré le camp de Buchenwald. Mais Marcel Paul a été par la suite ministre du général de Gaulle en 1945, puis député communiste. Et quand l'affaire est sortie, je crois que c'était dans les années 80, Marcel Paul, donc il y a eu des accusations qui ont été portées contre lui. Il aurait pu porter plainte, il n'a jamais porté plainte. Le lieutenant Albert Bahn, membre de l'organisation de résistance de l'armée, déporté à Buchenwald, dit toute l'organisation du camp était dirigée par des déportés. Les communistes avaient pris le pouvoir. Tout à fait. Les communistes avaient pris le pouvoir. C'était eux qui géraient l'intérieur du camp. C'était eux qui choisissaient en fait les déportés qui allaient mourir et les déportés qui allaient survivre. On allait mourir dans un certain nombre de camps où le travail était monstrueux, et puis au contraire, on pouvait survivre si on restait dans un certain nombre d'activités. Et c'était eux qui avaient la possibilité de choisir. Et ça, je veux dire, pour le coup, si on revient aux strates de notre ami Sevilla, ça, c'est le marxisme de l'entre-deux-guerres qui s'est poursuivi après-guerre. On parlait de Guy Môquet tout à l'heure. Les communistes ont été des collabos jusqu'en juin 1941. Ça ne se sait pas aujourd'hui. Ils n'ont jamais été le camp des 50 000 fusillés, etc. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, c'est rentré un peu dans nos gènes, génération après génération, en allant à l'école, en lisant les livres, en écoutant les hommes politiques. Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur la table une quarantaine d'événements, de contre-portraits de personnages dans lesquels on explique les choses telles qu'elles sont connues, telles qu'elles ne sont pas connues généralement. Et là, vous faites fort en expliquant, par exemple, la face cachée des pères de l'Europe, Jean Monnet et Robert Schuman, derrière le mythe. En fait, 2 personnalités, si j'ai bien compris, liées aux USA et financées par eux. Mais bien sûr. Mais Jean Monnet, en 1943, je crois, écrit à Roosevelt, dont il était un proche, en disant « De Gaulle est contre la construction européenne, il faut le détruire ». Le général de Gaulle a écrit à plusieurs reprises sur Jean Monnet en disant qu'il était l'homme des Américains. Maurice Schuman, qui a été le ministre qui a mis en place l'actuelle Union européenne, a fait partie de ceux qui ont touché, enfin, était celui dont le mouvement a touché le plus d'argent des Américains dans les années 50. Il faut savoir que les Américains ont distribué 50 millions
de dollars de l'époque. Il faut imaginer ce que ça représente aujourd'hui pour les partis européistes. Et ça, on le raconte. En ce qui concerne Jean Monnet, ça n'a pas empêché la France, en 1998, de décider qu'il devait être enterré au Panthéon, alors qu'il est absolument avéré. Le personnage, pour autant, on peut en parler, pouvait avoir des qualités, mais il est avéré que c'était un agent des Américains et que pour les Américains, il fallait créer une communauté européenne qui corresponde à leurs intérêts. Et ils ont été les artisans zélés de cette très très important bouleversement du continent européen. Des petits télégraphistes de Washington déjà. Tout à fait, absolument. Mais il y en a encore. Il y a enfin les vraies et les fausses légendes. Alors, une histoire qui est souvent mise de côté, parce qu'il nous reste quelques secondes, allez, qui est évoquée dans Vaincre ou mourir, toujours le film produit par Le Puy du Fou, c'est le jeune Louis XVII, la mort de l'enfant roi, fut si révoltante qu'on cessa d'inventer des hypothèses alternatives. Et comme le rappelle Laurent Dandrieux, dans votre valeur hors série, les faits furent malheureusement beaucoup plus simples. Mais bien sûr. Louis XVII a disparu de l'histoire de France. Il n'intéresse plus, ou il n'a plus intéressé qu'en fonction de est-il mort au Temple, n'est-il pas mort au Temple, qui sont ses successeurs. Or là, tout ça, c'est une manière de dissimuler ce qui s'est réellement passé, à savoir le martyre d'un enfant de 10 ans, par le biais et par la volonté d'un pouvoir politique, le jeune Louis XVII, en prison, à la prison du Temple, a été confié aux épouses Simon, qui étaient des personnages, un couple assez abominable, alcoolique, le forçant à boire, le forçant à abjurer le Christ, à cracher sur les symboles de la monarchie. Le calvaire qu'il a enduré par rapport à certains calvaires dont on parle aujourd'hui et qui font, à juste titre, les gros titres de la télévision, c'est absolument incroyable. Il est sans doute l'enfant historique de toute notre histoire qui a été le plus malheureux et a le plus souffert dans des conditions absolument ignobles. Et ça aussi, effectivement, il faut le raconter. Et 3 ans en prison, Voilà, 3 ans en prison, de 7 à 10 ans. Voyant mourir ses parents, enfin, c'est vraiment quelque chose d'absolument abominable. Mais rétablir la vérité des faits, j'en finirai d'un mot pour dire que, effectivement, vous citiez notre ami Laurent Dandrieux, l'article sur les colonies qui a été écrit par notre ami Bernard Lugan rétablit dans la vérité des chiffres absolus ce qu'a coûté les colonies à la France, à la métropole, et ce qu'elle lui a rapporté. Là, encore une fois, on est très très loin de ce que nous dit l'histoire officielle. Donc de bout en bout, effectivement, nous tâchons d'être un peu, de suivre ce que nous indique Jean Sévillat en introduction, à savoir qu'il faut se séparer de l'histoire officielle. Il faut échapper de l'histoire officielle. Valeur hors série. Arnaud Folch, une dernière question. On a coup sur coup, Vaincre ou mourir. On a largement parlé dans cet entretien, mais aussi la naissance de la Cité des Arts, la Cité de l'Histoire, pardon, oui. Au pied de la Grande Arche, à la Défense. Et est-ce que c'est comme on le dit, ou comme le dit si bien François d'Orcival d'ailleurs dans son éditorial, l'histoire redevient ce qu'elle n'a pas cessé d'être finalement une passion française? Bien sûr, mais vous savez, j'attire l'attention de vos auditeurs sur le fait qu'effectivement les hors-séries se consacrent à l'histoire tel que celui-ci se vendent extrêmement bien parce qu'il y a aujourd'hui une soif des Français de se restituer leur histoire en fait. Je crois qu'ils ont conscience, nous avons tous conscience aujourd'hui de nous être fait un peu manipuler par nos professeurs, par nos politiques, par nos médias. C'est une conscience qu'on a pour certains depuis un certain nombre de temps, il faut quand même le reconnaître, mais qui existe plus que jamais. Et ce plaisir de la réinformation que l'on trouve aussi à TV Liberté, que l'on trouve effectivement dans leur série de valeurs actuelles ou ailleurs, c'est un moyen, et je crois très efficace, de lutter contre la chape de plomb idéologique qui est sur nous depuis tant d'années. Une lutte pugnace, on le voit à travers ce valeur
hors série, intitulé L'histoire interdite. Alors on va parler chiffres. 4 numéros hors série de Valeurs Actuelles, version papier et digitale, plus un cadeau, un stylo bille. Je lis tout cela pour 29,90 € au lieu de 43,60 €. Ça, c'est sur la boutique de Valeurs Actuelles. Et sinon, bien évidemment, Valeurs Actuelles, c'est en kiosque Voilà, et chez votre c'est marchand en de journaux kiosque, au tout prix à fait. de 10,90 €. Tout à fait, et on peut parfaitement le commander directement et tout seul sur le site internet avec les grèves notamment. En tout cas, je compte beaucoup sur les auditeurs de TV Liberté pour essayer de lui donner... voilà, en tout cas, on ennuie les bien-pensants avec ça. Voilà, et il est en vente depuis quelques heures dans les kiosques et vos marchands de journaux et donc sur la boutique de Valeurs Actuelles. Merci Arnaud Folk. Au prochain hors-série. Merci beaucoup.